Donc les ondes gravitationnelles sont une prédiction incontournable de la relativité qui vous dit que non seulement un objet dense, concentré, etc., va créer un puits de gravité, mais si en plus cet objet bouge à une véritable dynamique, comme ici c'est le cas dans un système binaire, par exemple, tournant en rotation, l'un autour de l'autre, ils agitent la structure même de l'espace-temps et ils provoquent des ondulations de la courbure qui vont se propager vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, comme vous le savez, des ondes gravitationnelles. Et comme vous le savez, donc cette chose-là qui a été prédite dans l'article Einstein en 1916 ont été détectées enfin directement pour la première fois, particulièrement un siècle plus tard, à l'aide donc de détecteurs extraordinairement sophistiqués. Ici, je montre deux détecteurs gravitationnels, LIGO, qui se trouve aux États-Unis, et avec donc cette détection pour la première fois de ces vibrations infinitésimales de l'espace-temps provoquées par la fusion d'autres noirs. Vous avez sans doute vu cette simulation numérique qui a été montrée à l'occasion de la découverte. On voit donc les deux trous noirs. Ça représente à peu près les 40 dernières secondes de vie de ce système, de ce couple de trous noirs, qui vont finir par fusionner en s'embrassant. C'est une bouffée de rayonnement gravitationnel, un grand rayonnement intense qui a été détecté en 2015. Et grâce à cette observation-là, on peut remonter exactement à la masse des progéniteurs des deux trous noirs initiaux, et la masse du trou noir final, et la masse du trou noir final est légèrement inférieure à la somme des masses des deux trous noirs qui ont fusionné. Ce qui manque, ça a été entièrement dissipé sous forme d'énergie gravitationnelle. Dernière chose avec le trou noir, parce que je suis un peu programme, je suis encore loin du compte, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Comment l'espace est déformé à l'intérieur d'un trou noir. Alors si je reviens sur cette voilà, sur cette un petit peu figuration d'un trou noir comme une distorsion du tissu élastique, on a un puits de gravitation qui se creuse progressivement. Alors on fait ce genre de choses. C'est pas une œuvre d'artiste en fait, hein. C'est réellement une représentation mathématique, c'est un diagramme de plongement qui permet de visualiser certaines propriétés de courbure réduites à 2 dimensions ici de l'espace au voisinage créé par le corps massif. Là. Le corps là est massif, mais il n'est pas effondré en trou noir. Donc j'ai une étoile normale, donc on a ceci. Maintenant quand on fait la même représentation mathématique, c'est-à-dire le même diagramme de plongement pour un objet effondré en trou noir, au lieu d'avoir ça, on a ça. Alors initialement, ça avait été calculé, mais personne n'avait réalisé l'impact que ça pouvait avoir. Quelqu'un complètement oublié qui s'appelle Flamme, en 1916, qui avait obtenu cette structure bizarre. Après, Einstein et Rosen, un peu plus tard, ont été intrigués, ils ont refait des calculs. C'était pas du tout dans le cas de trou noir, parce qu'un champ n'admettait pas du tout l'existence des trous noirs. Donc c'est pour d'autres raisons qu'il a étudié ces structures géométriques, mais toujours est-il qu'ils ont étudié ce schéma-là, avec cette histoire de cette gorge-là qui relie le haut et le bas, on a appelé à une certaine époque le pont d'Einstein-Rosen. Et puis après, les relativistes sont venus sur cette affaire-là, et John Wheeler a baptisé ces structures-là, comme vous le savez, les wormholes, c'est-à-dire des trous de verre. Et donc on va commencer à raisonner maintenant. Alors est-ce que les trous de verre, c'est une structure, donc une solution mathématique de la forme possible de l'espace-temps, engendrée par des trous noirs, notamment des trous noirs en rotation, pas forcément, et avec, au lieu d'avoir justement un puits gravitationnel avec un fond bouché, une singularité où tout s'arrête, il y aurait et éventuellement, donc en tout cas dans ces solutions mathématiques, une possibilité pour certaines particules, certains rayons lumineux, de passer pour aller de A à B, de passer par le trou noir, de franchir le trou de verre et de ressortir ailleurs dans un anti-trou noir, qu'on appelle soit un trou blanc, ou mieux appelé une fontaine blanche, d'ailleurs. Et ce serait ailleurs dans l'espace et dans le temps. Ça peut être très loin dans l'espace, ça peut être très loin dans le temps, soit dans le futur, soit dans le passé. Ça pose d'ailleurs certaines questions, parce qu'avec certains modèles mathématiques de trou de verre, on peut violer la causalité, puisqu'on peut remonter dans le passé. Voilà. Alors évidemment, cette chose-là a été fasciné les physiciens. Une des raisons pour lesquelles ça les a fascinés, c'est parce qu'en fait, on a découvert en faisant des calculs de trajectoire que pour aller de A à B, si on passait pour le trou de verre, en même temps qu'on puisse réellement le franchir sans encombre, on avait des raccourcis incroyables pour voyager dans l'espace. Donc au lieu de faire un voyage terminal pour aller d'une étoile à une autre, qui prendrait des siècles ou des milliers d'années, on emprunte le trou de verre et on y va en quelques heures, sans avoir à dépasser la lumière, qui évidemment reste localement
impérative. Voilà donc des distorsions de l'espace tout à fait extraordinaires. Voilà, donc, vous savez, ça a fasciné les écrivains de science-fiction, les scénarios de science-fiction, les portes médiévales, Stargate, tout ça, c'est un petit peu l'exploitation. Mais pour revenir sur le plan scientifique, on peut calculer maintenant par les équations de la relativité, et ça à nouveau c'est Alain Reyes-Mégo qui l'a fait, on peut calculer à quoi ressemblerait la plongée dans un trou noir, dans un trou de verre. Alors ici, au lieu de mettre des étoiles, pour qu'on comprenne mieux, il a mis un damier. Dans l'espace extérieur, c'est un damier. Alors déjà, le damier il est déformé. Ouais, c'est pas un damier euclidien, puisqu'il y a un trou noir déjà, qui fait un effet de loupe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer progressivement dans ce damier. Alors, bon, à vitesse normale, voilà, c'est un peu rapide. Alors, je peux vous montrer maintenant en ralenti, étape par étape, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors, moi, j'arrive à le faire étape par étape. Plutôt que de mal à faire ça. Alors, normalement, je devrais pouvoir faire bouger le curseur. Je suis arrivé tout à l'heure, avant de peut-être se tester. Ah, voilà. Alors, là. Oh! Alors pas. Ah voilà, bon. Alors on s'approche, on va plonger dans le trou noir. Vous reconnaissez l'anneau d'Einstein, c'est le truc blanc là. C'est-à-dire qu'il y a un damier extérieur, et puis l'univers est entièrement dupliqué à l'intérieur de l'anneau d'Einstein, parce que le damier est extrêmement déformé, on rentre dans le trou noir, on n'y est pas encore tout à fait rentré, on s'approche de l'horizon de l'événement. On n'est pas tout à fait encore dans le trou noir, et là on y est. Pourquoi on y est? Parce qu'il y a quelque chose qui apparaît, c'est l'autre bout du tunnel. C'est là l'univers extérieur, qui est peut-être le même que celui d'où on vient d'ailleurs, vers lequel on va aller. Donc on le voit apparaître, comme vous rentrez dans un tunnel, vous voyez le bout du tunnel. Alors on continue, puis c'est chouette, c'est super, je vais y aller. Mais le problème c'est que le tunnel, en tout cas dans cette configuration-là, s'effondre à mesure que vous rentrez dedans. Et vous ne pouvez pas passer. Et c'est pour ça qu'à un moment ça devient tout noir. Vous tombez dans une singularité qui étrangle indéfiniment le trou de verre, vous ne pouvez pas passer de l'autre côté. Mais on est mort. Ah oui. Au moins on a imaginé le voyage. Voilà. Donc le statut du trou de verre, c'est vraiment un statut assez ouvert. Alors c'est vrai que dans ça, le calcul a été fait entre noir et le tour de cas. Et on sait que le tour ne tourne pas, le trou de verre est forcément bouché. Et l'éventuel de l'autre côté de l'univers est pas inaccessible. Mais comme le sujet, ces diagrammes sont un peu compliqués, donc je ne vais pas passer du temps, je vais dire le temps là-dessus. Ce fameux diagramme de Penrose-Carter, etc. Ils nous disent que quand un trou noir tourne, la structure interne est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus intéressante, et on peut faire des voyages dans le trou noir en évitant une singularité. Parce que la singularité a la forme d'un anneau, déjà la singularité dans un trou noir qui tourne, c'est plus un point, donc vous êtes obligé de passer par ce point d'étranglement, c'est un anneau. Donc vous pouvez survoler l'anneau, carrément passer à travers l'anneau, éviter la singularité, et vous pouvez ressortir du trou noir. Donc le trou de verre est peut-être ouvert, en tout cas théoriquement et mathématiquement, le trou de verre d'un trou noir en rotation est ouvert. Et on peut éventuellement se mettre à rêver de ça. Bien. Ok. J'ai une heure. Bon. Cosmologie relativiste. Bon, quittez le trou noir, on va passer à la cosmologie. Bon, vous avez un arrière-plan dans le cliché d'un champ de galaxies. Vous avez 10 000 galaxies dans ce champ de vue. On voit qu'à l'œil, elles sont réparties de façon à peu près uniforme, et c'est extrêmement important dans la cosmologie relativiste, c'est-à-dire que la façon dont on peut résoudre, trouver des solutions exactes, des équations de relativité applicables à la description, cette fois-ci, non plus de l'univers localisé autour d'un trou noir, mais de l'univers dans sa globalité, c'est une distribution uniforme de matière et d'énergie, qu'on appelle homogénéité et isotropie. Et des raisonnements mathématiques relativement simples nous disent que l'homogénéité et l'isotropie, supposées, comme hypothèse simplificatrice, mais justifiée par l'observation, entraîne une grosse simplification, entraîne que l'espace cosmologique, c'est-à-dire à l'échelle cosmique, cette fois-ci, a une complètement constante. Et donc, cette complètement constante, elle est soit positive, soit négative, soit, à la limite, strictement nulle. Et donc, ça veut dire que l'espace cosmique, dans sa globalité,
gravité, c'est soit un espace de type sphérique s'il a une courbure positive, soit un espace de type hyperbolique s'il a une courbure négative, ou soit, on retrouve le cas très particulier de l'espace euclidien, si cette courbure est strictement nulle. Alors ici, on a une description de la courbure locale de l'espace, mais quand on pensera à la topologie, on verra que, rapidement, si je m'accélère, que l'espace, tout l'espace à courbure sphérique est forcément fini, de taille finie, dans l'ordre de bord, bien entendu, et au contraire, les espaces hyperboliques, on dit bien, des variantes qui sont finies et des variantes qui sont infinies. La découverte majeure de cette cosmologie standard sur les effets homogénéité isotropie, autre que la courbure de l'espace, on peut dire que ce qui est courbé, c'est l'espace-temps. La matière et l'énergie, vous vous souvenez des équations d'Einstein, c'est l'espace-temps qui est en jeu, pas seulement la partie spatiale. Donc ça veut dire que le temps, il est également distordu d'une certaine façon. Et quand on tient compte de la courbure temporelle, eh bien on fait cette découverte extraordinaire que n'avaient pas faite les deux pionniers de la cosmologie relativiste, qui sont Albert Einstein et les deux super qui ont calculé en 1917 les deux premières solutions cosmologiques des équations de la relativité, mais qui avaient supposé un univers statique, c'est-à-dire que le tissu élastique de l'espace, il ne bougeait pas. Alors, il avait une courbure, ici j'ai mis un tissu plat, et le tissu avait une courbure, mais il ne bougeait pas pour le temps, il était figé, et l'espace était éternel et statique. Et comme vous le savez, la grande révolution de la cosmologie relativiste, c'est la découverte par Feynman et Georges Lemaître, d'abord par les équations, puis après c'est confirmé par les observations, que l'univers il est en fait dynamique. Les solutions naturelles des équations d'Einstein appliquées à l'univers dans son ensemble rempli d'une distribution uniforme de matière et d'énergie, c'est une dynamique, c'est-à-dire que le tissu de l'espace, il est soit en expansion, soit en contraction, ça dépend des configurations. Voilà. Et on obtient, comme vous le savez, une fameuse solution de Feynman-Lemaître qui, lorsqu'on les extrapole dans le passé, aboutissent à l'idée d'un Big Bang. Au niveau d'un Big Bang, sont figurés, vous connaissez évidemment sans doute toutes ces courbes-là, avec les trois évolutions possibles d'un univers à l'expansion-contraction, un univers à l'expansion perpétuelle décélérée ou un univers à l'expansion perpétuelle accélérée. Pour trier entre ces modèles et confronter ces solutions théoriques à des observations astronomiques, il faut remonter dans le passé de l'univers pour se rapprocher le plus possible des conditions initiales de l'univers. Et si on connaît les paramètres quasiment initiaux de l'univers, le système d'équations qui gouverne cette évolution-là n'est pas très compliqué, c'est beaucoup moins compliqué que sur la météo ou de la turbulence des fluides. Il n'y a pas de chaos dans le futur, et donc si on connaît les conditions initiales assez précisément, on peut inférer le futur de l'univers sur des dizaines ou des centaines de milliards d'années dans le futur. Et comme vous le savez, les observations astronomiques d'aujourd'hui nous permettent de remonter tellement loin dans le passé de l'univers que l'on remonte, alors pas tout à fait au Big Bang, mais à l'écho refroidi du Big Bang, qui s'appelle donc dont on obtient des cartes aujourd'hui refroidies, qui s'appelle donc le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile nous donne l'image du très jeune univers, ce qui n'a que 380 000 ans, c'est pratiquement ses conditions initiales, et en analysant très en détail la structure du rayonnement fossile, mais combinée à d'autres observations cosmologiques, je n'ai pas le temps de vous en parler, parce qu'on sort un petit peu du champ de la forme de l'espace, on combine toutes ces données diverses pour élaborer ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, dans la CDM, avec cette distribution. La courbure moyenne est très proche de zéro, en fait, un espace à l'échelle globale qui est quasi euclidien, et avec une distribution, une répartition de la matière et de l'énergie, avec 32% de matière sombre, matière lumineuse, matière exotique, matière atomique, peu importe. Cette matière est gravitationnelle, elle produit de la gravitation attractive, et une composante aujourd'hui dominante, qu'on a baptisée l'énergie sombre, dark energy, qui est une composante apparemment répulsive. Pas mal de débats, certains débats dans la communauté, mais si on s'en tient à ce modèle consensuel, le fait que c'est cette énergie sombre répulsive, c'est-à-dire allant à l'encontre de la gravitation, qui domine, suggère que l'évolution de l'univers, c'est la solution à l'expansion perpétuelle accélérée. Voilà. Alors ça ne préjuge pas qu'il en sera toujours ainsi, parce qu'il reste à définir qu'est-ce que c'est réellement la nature de l'énergie sombre. Alors, ce serait une conférence entière de la Société astronomique de France que de parler de la nature et des différents modèles d'énergie noire. Juste pour fixer les idées très rapidement, il y a presque autant de modèles que de chercheurs qui travaillent dessus. Probablement des idées, c'est que soit l'idée privilégiée, alors déjà relativement raisonnable, c'est que l'énergie noire, c'est la constante cosmologique qui a été introduite par Einstein, qui a été défendue par Georges Lemaître. Et Georges Lemaître est le premier à avoir montré que la constante cosmologique, c'est une manifestation de l'énergie du fil quantique.
Bien. Donc si c'est l'énergie du vide quantique, cette énergie reste constante au cours du temps. Ici on a le temps. Voilà. Cette énergie reste constante au cours du temps. En revanche, la densité de matière et d'énergie, comme l'univers est en expansion, elle décroît au cours du temps. Donc au début de l'histoire de l'univers, les proportions n'étaient pas les mêmes. La matière dominée, c'est la matière dominée, l'univers ralentissait. L'univers ralentissait, la matière dominée. Et puis, donc la matière domine et l'énergie du vide reste constante. C'est l'énergie du vide répulsive qui domine, et donc l'univers rentre dans une phase d'accélération. Et donc, énergie du vide constante, c'est la courbe du milieu. Expansion perpétuelle accélérée. Relativement modérée, qui doit conduire à ce qu'on appelle le big shift, c'est-à-dire un refroidissement, le grand refroidissement. Relativement modéré. Mais il y a d'autres modèles alternatifs d'énergie sombre, il y en a qui ne croient pas à la cosmologie, etc. C'est plutôt dans le domaine de la fusion des énergies. Alors il y a des modèles dits de fantôme énergie, ce genre de choses très spéculatives, parce que c'est pas intéressant. On a au contraire une énergie noire qui augmente vers le futur, donc ça accentue encore cette chose-là, la vitesse de l'expansion, qui devient particulièrement verticale. On appelle ça le Big Rip, déchirement final de l'espace, qui est déchiqueté sur toutes les échelles par cette énergie gravitationnelle, très sympathique. Et il y a des modèles type de quintessence où au contraire, ça peut diminuer, la densité d'énergie du vide diminue, à nouveau la matière l'emporte, et donc, hop, on peut récupérer le Big Crunch. Vous étiez nostalgique du modèle du Big Crunch, on peut le récupérer par ce genre de raisonnement. Enfin, ce sont donc des recherches tout à fait spéculatives, mais on peut commencer, on espère aujourd'hui, commencer à trier entre ces différents modèles par un grand projet de construction qui s'appelle le télescope Euclide, qui va être lancé à l'horizon 2020-2021. Donc une partie d'ailleurs expérimentale se fait, une partie technique se fait dans le laboratoire d'astrophysique de Marseille, un pôle expérimental très développé, et qui là, en observant le supernovae mondial, etc., voilà, essaye de trier quelques modèles d'énergie noire. Bon, maintenant, alors on sort de la cosmologie, enfin de la cosmologie standard, même si on reste tout à fait dans le cadre de la cosmologie relativiste, etc., en y rajoutant des hypothèses topologiques, pour s'interroger maintenant sur l'espace dans sa globalité. Pas le premier des questions, l'espace est-il fini ou infini? Déjà, les Grecs se posaient la question, on va passer dessus. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas résolu par la relativité générale? Parce que la théorie d'Einstein donne une géométrie, ça je vous l'ai déjà dit, une géométrie c'est quelque chose de local, c'est une description locale de la forme locale. À l'échelle globale, la géométrie ne vous dit rien sur la structure globale de l'espace-temps. Et le premier qui l'a fait remarquer, c'est ce bonhomme-là, qui vous l'avez reconnu, c'est Alexandre Friedman, en 1924, dans le papier où il décrivait un univers à l'expansion hyperbolique, la deuxième partie qui n'a quasiment jamais été vue, est absolument géniale, c'est ce qui prédit que les propriétés topologiques peuvent, il faut rajouter des hypothèses topologiques pour décrire l'espace dans sa globalité, et il a été le premier à imaginer certaines structures topologiques compliquées qu'il ne connaissait pas vraiment à l'époque, parce que les mathématiques n'étaient pas assez développées à l'époque, mais certaines structures pouvaient éventuellement produire des images multiples, des images fantômes, légalement des images fantômes. Donc, alors, comme vous le savez peut-être, j'ai beaucoup travaillé, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet au début des années 90, j'ai beaucoup travaillé donc, sur ce sujet-là. Donc, pour en venir à cette question-là, quelle est la taille et la forme de l'espace et aussi dans sa globalité, la première hypothèse, l'espace, l'univers réel, je veux dire, l'univers total est infini, auquel cas, nous, évidemment, on a accès qu'à une partie de cet univers, délimité par l'horizon cosmologique. Par construction, on est au centre de notre horizon cosmologique, on connaît sa taille, 50 milliards d'années-lumière de rayon, c'est le trajet parcouru par le rayon de lumière depuis le Big Bang pendant 14 milliards d'années, donc c'est plus que 14 milliards d'années-lumière à cause de l'expansion qui a étiré le trajet effectif de rayon lumineux, et donc c'est on est ensemble, une gigantesque sphère qui nous entoure, qui représente le bord de la sphère, c'est pas un bord physique, c'est juste un horizon dans lequel on ne peut pas voir. Donc si l'espace réel par rapport à ça, le vrai, il est infini, il est infiniment, et on ne le saura jamais, évidemment. Alors, heureusement, la géométrie non euclidienne nous permet d'imaginer d'autres possibilités, tout à fait consistantes avec tous les modèles de la relativité, les modèles de Big Bang, etc., dans lesquels l'espace réel, il est fini, sans avoir de bord, alors l'hypersphère, par exemple, mais plus grand que l'univers visible. Alors s'il est beaucoup plus grand, là encore, on ne saura jamais. Et puis il y a une troisième hypothèse, où le modèle d'espace fini sans bord, qui peut être carrément plus petit que l'univers visible. Voilà. Et ça, c'est la topologie qui le permet. Alors, a priori, ça peut paraître surprenant d'avoir en fait
mirage de cette nature-là, d'avoir un espace réel qui est carrément plus petit que l'espace observé. En général, on a tendance à penser qu'on observe comme tout petit aspect un sous-ensemble de réalité beaucoup plus vaste. Là, au contraire, serait une forme redondante, et la redondance se traduirait par le fait que la structure topologique compliquée de cet espace, je dis par rapport aux espaces chiffonnés pour le besoin de la vulgarisation, produit des images multiples, des images fantômes, celles qui avaient été prédites par Alexandre Friedman, mais il ne pouvait pas faire de calcul à l'époque, et entre-temps, les mathématiques se sont évoluées pour faire des calculs des tests expérimentaux de ce modèle d'univers chiffonné. Alors, c'est pas très intuitif, je vais vous parler de la forme de l'espace. C'est pas très intuitif, je l'admettrai, de parler de l'espace qui est fini et qui n'a pas de bord. Si j'ai intuitif, je sais pas bien. En général, vous savez qu'on se pose la question, l'univers est à l'expansion, on imagine ça comme un ballon, qu'est-ce qu'il y a en dehors du ballon? Alors c'est difficile d'expliquer que c'est pas une bonne image, l'hypersphère c'est pas un ballon, c'est un hyperballon, l'hyperballon n'a pas de bord, il n'a rien du tout, tout ça c'est pas évident. Donc, démonstration géométrique simple, visualisation, qu'est-ce que c'est un espace fini sans bord de type hypersphérique? Commençons par une sphère, la sphère c'est bien à deux dimensions, un espace qui est fini et sans bord. Les lignes droites sont des grands cercles, c'est jamais interrompu, donc il n'y a pas de bord, mais c'est bien une surface finie. Bien. Alors, c'est plus intéressant pour la suite de la représenter par une projection polaire où on voit deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, séparés par l'équateur, qui n'est évidemment pas une vraie frontière physique, c'est juste une ligne de coordonnées qui sépare en deux un espace tout à fait normal. Et on va retrouver le fait qu'en partant du pôle nord, on va en ligne droite, c'est-à-dire le long de méridien. Lorsqu'on est ici, c'est évidemment le même point, puisque l'équateur est le même des deux côtés, on continue en ligne droite, et toujours on fait la grande boucle, et on revient. On est allé en ligne droite, et on est revenu au point de départ, on était bel et bien dans l'espace fini et sans bord. En trois dimensions, c'est pareil. Vous construisez une hypersphère. Et dans ce système de représentation, en coordonnées polaires, vous rajoutez juste une dimension. Donc vos disques prennent du volume, vos hémisphères, qui sont ici des disques plats, deviennent des sphères, et donc l'hypersphère est représentée en représentation polaire par deux volumes sphériques collés ensemble par leurs équateurs. Leurs équateurs, c'est plus une ligne, c'est une surface. D'accord? C'est simple. Bon, les surfaces sont collées. Alors, on est à l'intérieur, forcément, donc on part, par exemple, d'ici, on prend une fusée, on va en ligne droite, dans cet espace hypersphérique. Un jour, ça peut être dans longtemps, si l'hypersphère fait plusieurs milliards d'années-lumière de diamètre, ça peut prendre du temps. On est là, quand on est là, en fait, on est là, mais on ne s'est rendu compte de rien, on continue en ligne droite, et puis toujours, sans jamais faire demi-tour, un jour, on a la surprise de rentrer à la maison. On était dans une hypersphère, et on a fait un voyage, effectivement, dans un espace fini sans bord. Voilà. Donc l'hypersphère est un modèle parfaitement admissible pour la relativité générale, une hypersphère en expansion, obéissant à toutes les lois du Big Bang. Et justement, il ne faut pas faire l'erreur d'imaginer que cette hypersphère est en train de gonfler dans un espace extérieur, une quatrième dimension extérieure. Elle est en dilatation intrinsèque. Bien. C'est clair? Bon, alors on va faire une feuille de papier. Alors ça c'est un peu plus simple quelque part. En fait, ça va nous amener plus loin. Une feuille de papier. Hein, ça a des bords. Donc il faut les illuminer les bords. Il n'y a pas d'espace avec un bord. Il y a trop de paradoxes. Donc on colle les bords. Pour coller les bords, on obtient une chambre à air. La surface d'une chambre à air. On appelle un tor. Un tor qui n'a pas de cours de l'eau. À l'illusion. Alors, on est bien dans un deuxième type de surface fini sans bord. Alors ça se voit sur ce jeu vidéo absolument enfantin. Il faudrait rigoler les jeunes qui font des jeux vidéo aujourd'hui. Enfin bon, moins pédagogiquement, vous voyez la fusée évidemment, qui ne quitte jamais l'écran tout simplement parce que le logiciel a décrété que les bords de l'écran sont collés entre eux. Hein, chaque point, ici, c'est le même point que là. Donc dès que ça sort là, ça rentre ici parce que c'est le même point. Donc, en fait, c'est l'équivalent de fusée plate à la surface d'un tor plat. Et donc, ça se généralise à l'hypertor. L'hypertor, c'est le volume de cette pièce-là. Je circule dans cette pièce, et dès que j'arrive à un mur, je suis en fait de l'autre côté, parce que c'est le même point, je continue, mais je n'ai aucune limitation. Je suis bien dans un espace de volume fini, j'ai supprimé des bords. Voilà. Et c'est aussi des modèles tout à fait applicables pour la description de la taille d'univers. Alors ces modèles-là, ils sont assez étonnants parce que c'est simple à construire, hein. Enfin, en tout cas, je vais donner les exemples les plus simples. Après, ça est forcément compliqué, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que vous introduisez ce qu'en topologie on appelle de la multiconnexité, hein, c'est-à-dire vous collez les bords ensemble et vous créez des relations de connexité différentes par rapport
l'espace simple, une simple feuille de papier par exemple, etc., automatiquement vous démultipliez les lignes droites entre deux points. Et donc vous démultipliez les trajets des rayons lumineux, vous démultipliez les géodésiques entre deux points. Et donc vous créez plusieurs images d'un même objet. Donc ici, voilà, l'espace réel, c'est ça, il n'y a que deux objets, nous l'observateur des galaxies lointaines, c'est l'espace réel, mais à cause effectivement de la démultiplication du trajet des rayons lumineux, l'espace observable devient différent de l'espace mathématique, l'espace de revêtement universel, et donc ces objets-là, que l'on verrait à l'intérieur de l'horizon, seraient des démultiplications d'images. Bon, je ne veux pas aller trop loin dans cette affaire-là, parce que maintenant je vais laisser une conférence entière juste sur cet aspect-là. Je rappelle juste que nous avons beaucoup travaillé avec mes collaborateurs dans les années 90, on l'a vu un petit peu dans le scepticisme général de la communauté cosmologique qui ne connaissait pas cette propriété topologique possible, voilà, sur des modèles d'espace, des univers chiffonnés, pour de la vulgarisation. L'un des collaborateurs, Jeff Weeks, qui est un génial mathématicien américain, virtuose également de la programmation, a élaboré un système que l'on peut télécharger gratuitement sur Internet, le Space Program, qui permet de visualiser les mirages topologiques, cette fois-ci créés par ce forme d'univers bizarre. Donc, je vous en montre rapidement trois. Donc ça, c'est un univers de type hypertorique. On a simplement un seul objet, la Terre. L'espace, c'est en fait l'intérieur de cube dont on a collé les faces opposées, et on a une démultiplication extraordinaire que l'on voit dans ce réseau-là. Voilà. Ça, c'est l'espace euclidien hypertonique. Le suivant, c'est un espace sphérique dodécaédrique, où en fait la cellule fondamentale de l'espace est décrite par un dodécaèdre, dont on a collé les faces opposées avec un certain nombre de rotations. Mais c'est un peu plus intéressant, c'est un peu plus subtil, la démultiplication d'images. Voilà. Et puis, un exemple, cette fois-ci, d'espace hyperbolique, courbure négative cette fois-ci, toujours en partant d'un dodécaèdre, mais en collant les faces de façon différente. Ça, c'est les subtilités de la topologie. Voilà. On a cette chose-là, des images fantômes, qui ne sont pas très serrées comme dans l'espace sphérique, mais sont au contraire écartées. Ça, c'est l'effet de la courbure négative qui voilà, change les choses. Alors, une fois qu'on avait proposé calculer tous ces modèles mathématiques, ben on s'est dit qu'il faudrait tester évidemment ces modèles, avec quand même malgré tout astrophysiciens, astronomes, voilà, pour proposer des tests expérimentaux, et donc avec différents collaborateurs, il y a chez Zonet, Jean-Luc Buzan, etc. Donc on a recherché des signatures topologiques possibles. Alors par exemple, une signature possible qu'on a proposée dans les années 90 s'appelle la cristallographie cosmique. C'est-à-dire que s'il y a des images multiples, il va y avoir certaines corrélations de position entre, si on prend des grands catalogues gigantesques de galaxies lointaines, d'amas de galaxies, si certains sont des images multiples dans un catalogue lunaire, on doit pouvoir trouver des corrélations dans ce catalogue-là. Alors pour l'instant, les sondages ne sont pas assez profonds pour tester la cristallographie cosmique, mais peut-être une décennie, on aura peut-être des sondages profonds pour tester cette technique. Alors en attendant, il y a une autre technique qui s'est développée, peut-être aussi très efficace, où on analyse le rayonnement fossile. On fait une analyse statistique en fait des petites variations, les anisotropies, les différentes températures dans le rayonnement fossile, et des raisonnements relativement simples, si c'est des choses compliquées, nous montrent que si l'univers est légèrement plus petit que l'horizon cosmologique, il doit se recouper d'une certaine manière.